Alors, ils sont installés dans ce studio après le premier échauffement que j'ai eu à faire avec les quotidiens. Oui, c'est un échauffement. Vous êtes surpris? Quand je le fais, je transpire. Voilà, donc c'est comme ça. Voilà, parce que je fais de la masturbation intellectuelle, tout ça, ça me fait transpirer. Voilà. Bonjour, mon cher Moïse Novignon. Bonjour, Maurice. Je vous souhaite du courage, surtout après les transpirations et l'échauffement. On sera en train de je ne vais pas dire de répéter ce que j'ai dit. Donc je salue également les téléspectateurs, surtout les auditeurs également qui nous suivent à partir de chez eux depuis leur position et qui sont surtout fidèles à nos programmes. Très bien, merci à vous, Moïse Novignon. Hugues Hector Zogo, l'homme qui a passé toute la journée d'hier à la Sénat attendant les résultats, finalement rien. Donc merci d'être revenu à nous ce matin sur ce plateau. Bonjour Maurice, Arnaud Agua, bonjour Moïse Novignon, bonjour également à tous les téléspectateurs et à tous les auditeurs. C'est effectif, nous avions eu l'opportunité de nous retrouver du côté de la Sénat hier, espérant qu'on puisse effectivement avoir les résultats. Tout était bien installé, donc on avait quasiment la certitude de rentrer avec les grandes tendances. Affaire de Sénat, affaire de Sénat. Mais bon, pas finir, le président de la Sénat, Sakalafia, a dû envoyer un message à la presse. On était un peu au-delà de 21h. D'accord. Un peu au-delà de 21h. Donc, on a dû se replier. C'est ça. Comme, repli tactique. Exactement. Alors qu'on annonce les résultats pour aujourd'hui à 10h. Ou bien une heure n'a pas été précisée. En tout cas, on a pu entendre 10h. Moi, dans ce pays, je n'ai jamais vu une Sénat donner résultat le jour. Voilà, je ne sais pas si je me trompe, mais dans ce pays-là, je n'ai pas 10 heures, la Sénat qui proclame le résultat à 10 heures. Ce sera une première peut-être. C'est d'ailleurs ce qui fait que je me dis on va pouvoir se retrouver encore à vivre le même parcours du combattant que celui vécu par nos confrères depuis pratiquement 4 jours. Parce qu'il y a 3 jours, si je me trompe, certains sont restés. Celui vécu par nous aussi les années antérieures. Exactement. Où il y a eu des élections. Il y a eu 2 jours, 3 jours. Je crois que certains sont restés jusqu'à 3 heures du matin. Et on leur mijotait que quelques minutes après, ils auraient forcément le résultat. Certains ont pu passer la nuit à la Sénat. Il y a quelqu'un qui me demandait hier, quand vous êtes dans l'attente comme ça, est-ce qu'on vous donne à manger? Oui, il faut dire que la Sénat a pu prendre les dispositions il y a 3 jours. Ah bon? On leur a fait du café. Ah, c'est surprenant. Oui, ça, c'est une très bonne nouvelle. On leur a fait du café. Il y avait une forte équipe de la SRTV qui était sur place et qui voulait d'ailleurs faire du direct. Mais malheureusement, les résultats n'étaient pas tombés. D'accord. Bon. Donc, on espère qu'au cours de cette journée, les choses puissent... Bon, tout compte fait, les résultats finiront par tomber. Donc, les résultats vont tomber. Je sais qu'un quotidien a titré tout à l'heure que les candidats s'impatientent, ce n'est pas faux. J'ai reçu quelques coups de fil par rapport à ça. Même au niveau de la Sénat aussi, les conseillers sont en train de vivre une pression, les gens veulent savoir. On les appelle. Voilà, oui, c'est normal, c'est comme un examen. Ça. On veut savoir. Certains ont déjà leurs résultats avant qu'on le proclame officiellement. Vous savez que pour les examens nationaux, c'est ça. Si vous avez des gens dans le système... Non, c'est pas la même chose ici. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose parce que... Ils n'ont pas les résultats? Non, ils n'ont pas les résultats. Le président n'a pas les résultats? Le président de la Sénat? Le président de la Sénat, jusqu'à hier, c'est pas de l'indiscrétion, mais jusqu'à hier... Donc nous sommes en train d'aborder comme ça les résultats des élections législatives et communales 2026. Impatience et angoisse au sein des partis, et c'est bien l'informateur qui en parle ce matin. Nous sommes en train d'aborder ce thème indirectement, comme ça, on va y aller. Donc jusqu'au tour de 11h, j'ai pu apercevoir quand même une des secrétaires de la Sénat qui a dû faire son entrée dans la salle d'annonce des résultats, parce qu'il y a tout un dispositif informatique qui est mis en place. Et donc, elle avait travaillé un peu sur le fichier.
J'ai pu constater quand même que le fichier était sous sa main. Sous son contrôle. Il y avait le document physique. Des choses étaient barrées, donc elle essayait de remettre les choses en ordre. Voilà, donc c'est pour dire que jusqu'à la dernière minute, tant que vous n'aviez pas le OK, c'est que vous n'avez pas le résultat à votre niveau. Donc, il faut patienter. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, j'ai vu un quotidien écrit ce matin que pour la 10e législature, le Baobab va couvrir l'Assemblée nationale, mais avec ses branches. Mais de l'autre côté, il y a un autre quotidien qui a parlé du bloc républicain. Je n'ai pas eu le temps de relayer ça, qui semblait dire que oui, que c'est le bloc républicain qui fera la part belle à l'Assemblée nationale. Je remarque quand même qu'il y a déjà de la communication croisée par rapport au parti qui aura la majorité. Est-ce que vous avez fait le constat? Bien sûr, et je suis d'accord avec surtout le confrère L'Autre Vision qui a titré en manchette que la Sénat prolonge le suspense. Et parce qu'effectivement, vous voyez, le constat fait par Hugues Hector Zogo. Surtout, je profite de l'occasion pour saluer le travail remarquable qu'il a pu abattre avec les autres collègues, bien sûr, qui étaient à la Sénat la journée d'hier. Parce qu'avec le travail qu'ils ont pu effectuer, surtout en ligne sur les comptes sociaux, les téléspectateurs, les auditeurs peuvent s'abonner également à nos comptes en fait, Facebook. ils parlent des tweets, les directs qui sont arrivés que vous faisiez en temps réel. Ça nous a permis de vivre depuis la maison parce que je n'étais malheureusement pas à la Sénat comme eux. Donc, mais ça nous a permis de vivre en temps réel et la façon dont les choses se déroulaient là-bas. Voilà, parce que l'attente, effectivement, dans l'après-midi, l'audience, le relais de toutes ces informations-là. Parce que nous tous, en réalité, on est dans l'attente, on est impatients de savoir en réalité quelles ont été les vraies performances des différentes formations politiques. Et si vous permettez, vous savez, au niveau de la CELA, ça va très vite. Hier, par exemple, quand le président a reçu en audience les membres de la CEDEAO, juste après l'audience, il a été dit que les membres de la CEDEAO devraient faire une déclaration. Mais le temps qu'ils descendent, intervalle de 5 minutes, ça a changé. Ah bon? Oui. Pas de déclaration? Plus de déclaration. Toute la presse était mobilisée. Caméra, tout était prêt. Ah bon? Les kakémonos étaient installés. Et donc, et puis bon, plus de déclaration. Ils descendent. Aucun signe. Voiture, départ. Ah ouais. Et donc, merci bien de nous faire revivre encore. Vous voyez, les téléspectateurs, les auditeurs peuvent se faire une idée de comment les choses se passent en coulisses avant qu'il n'ait en général le récap dans les quotidiens, dans les médias, entre autres. Donc, je saluais ce travail-là qui a été fait et je reviens avec insistance sur le fait que cette lassitude, c'est peut-être un peu trop fort, mais effectivement, le fait que la Sénat ne puisse pas rapidement et avec un peu plus de célérité, de diligence dans le travail, rendre disponible ne serait-ce que les grandes tendances, parce que après le travail de la Sénat, pour ce qui concerne les législatives, par exemple, il faut attendre encore la Cour constitutionnelle pour pouvoir confirmer définitivement le résultat. Et donc, ça fait dimanche, et nous sommes vendredi aujourd'hui, c'est depuis dimanche quand même qu'on a voté, nous sommes vendredi, vous voyez, plusieurs jours, dans 24-48 heures, ça va faire une semaine, on n'a toujours pas de données officielles, et cela corrobore et donne surtout la latitude aux confrères, aux citoyens et également peut-être aux acteurs de pouvoir faire la guerre de la communication. Vous voyez, on a commencé par dire c'est le Baobab. Quand on parle du Baobab, on fait allusion à l'Union progressiste, le renouveau, qui va couvrir de ses branches l'Assemblée nationale et d'autres formations politiques. Hier en soirée, et au détour de conversations comme cela, à bâton rompu avec à la fois des confrères et des amis, j'ai pu entendre que non, certaines personnes revendiquent déjà que le parti BR est passé premier en réalité parce que c'est ce parti qui aurait emporté la majorité, que ce soit pour les communales ou bien pour les élections législatives dans beaucoup de localités où on n'avait pas encore vu ce parti-là percer par le passé. Et vous voyez, ça laisse le temps
à la création de toutes sortes d'informations, à la désinformation, à la manipulation. Et cela, en fait, quand ça commence comme cela, ça met déjà dans les esprits, ça prépare déjà les esprits à devoir accepter parfois des résultats qui ne vont peut-être pas être confirmés après. Je suis d'accord avec vous. Qui pourrait créer des tensions. Et ça crée forcément de tensions, parce que si vous dites aux militants du BR, si on parvient à les convaincre déjà dans la guerre de la communication, par exemple, que évidemment c'est leur formation politique qui arrive en tête et qu'ils ont commencé par saliver là-dessus, pas peut-être festoyer pour ceux qui vont rapidement vite en besogne. Pour ceux qui n'hésitent pas à sauter les voilà. Et donc si les gens commencent par se comporter comme cela et que le lendemain vous venez leur annoncer un autre résultat, vous voyez que cela pourrait créer de tensions. C'est suffisamment, ce n'est pas du tout bien. On a déploré le résultat dans le déploiement du matériel pour débuter le vote dans plusieurs postes de vote dimanche dernier. Et là, nous sommes encore en train d'observer que l'institution, c'est comme si l'institution ne se montre pas suffisamment, et ce n'est pas trop dire, ce n'est pas véritablement jeter de l'opprobre sur l'institution en le disant clairement comme ça. C'est comme si l'institution n'est pas à la hauteur en réalité de la mission. Bon, ça fait quand même plus. Bien sûr, oui. Bien sûr. Ça fait quand même plus. On sait depuis. On vous comprend. Nous savons, oui, bien sûr. Nous savons depuis, ça a commencé par être annoncé. Ce n'est pas en 2023 qu'on a annoncé qu'on va faire des élections. On a sacrifié la législature passée, par exemple, pour pouvoir obtenir ce qu'on est en train de faire en termes d'élections générales. Maintenant, ça veut dire qu'on savait depuis bien avant 2023, depuis bien avant 2024, qu'en 2026, on va tenir des élections générales. Et donc, a priori, et avec la façon dont le gouvernement de la République nous a appris à voir, c'est-à-dire la célérité avec laquelle on peut conduire certaines opérations, même les plus complexes, on est surpris de remarquer que quand même légèrement moins d'une semaine après la tenue des élections, on n'en soit pas encore à la possession des grandes tendances, et que les citoyens, les militants, les formations politiques soient livrés à la guerre de communication de part et d'autre, aux intoxications, aux informations de couloir pour pouvoir essayer de s'informer, de s'alimenter. Vous savez, l'information, c'est de l'alimentation pour le cerveau, pour les neurones. Et donc, ce n'est pas une très bonne chose à titre personnel. Et lors de la récente confrontation que j'ai eue ici sur le plateau avec Hugues Hector Zogo, je l'avais trouvé à l'entame un peu dur vis-à-vis de la Sénat, mais là, je me rends compte qu'il avait pleinement raison, parce que dans un premier temps, c'est le mercredi qui avait été annoncé pour que la Sénat puisse rendre disponible les grandes tendances de mercredi à vendredi. Vous voyez, l'écart, ce n'est pas petit. Et donc, les confrères sont allés dormir, effectivement, à la Sénat. Mercredi, comme il est en train de nous le signaler tout à l'heure, ils n'ont pas eu gain de cause. Hier, pareil, toute la journée, ils n'ont pas eu gain de cause. On nous annonce vendredi 10 heures. Et vous venez de faire observer que la tendance, en général, chez nous, ne permet pas que l'on puisse obtenir des résultats. Voilà, donc, ça peut être en plein jour. Ça peut être une exception, mais si on doit rester collé à ce qu'est la tradition, ça pourrait les amener à le faire. Sinon, si on reste avec la tradition, ça veut dire qu'on risque encore d'aller à la nuit d'aujourd'hui avant d'obtenir les résultats. Et ça fait véritablement trop long. Et ça ne fait pas beaucoup sérieux en réalité. Et donc, cela mérite quand même qu'on puisse souligner cela avec rigueur, et même si c'est avec un peu de colère, il faut quand même qu'on puisse faire comprendre cela à l'institution, que ce n'est pas tout à fait bien. On s'attendait à mieux, surtout de la part d'une équipe qui est en place depuis un certain nombre de temps quand même, et qui n'est pas en réalité à ses débuts. Qui n'est pas une équipe d'inexpérimentés. Voilà. C'est une équipe bien expérimentée, rodée autour de l'organisation des élections. Je connais des gens qui sont dans le système depuis plusieurs dizaines d'années, comme un certain monsieur Gojo. Son prénom, je ne connais pas, mais quand même, c'est des gens qui entourent le président et son équipe, qui feront davantage pour améliorer les choses. Hugues Hector Zogo, pourquoi les candidats s'impatientent-ils? Oui, les candidats s'impatientent parce qu'il y a le code électoral qui les contraigne aujourd'hui à ne pas crier victoire tout de suite. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il pourrait y avoir des invalidations au niveau de certains postes de vote. Maintenant, si l'institution en charge des élections invalide
le vote au niveau de certains postes de vote au regard d'un certain nombre de faits, alors que vous étiez tablé sur ces chiffres-là pour vous retrouver déclaré élu, vous convenez avec moi que ça poserait un problème plus tard. Et c'est en cela que la guerre de la communication qui se vit actuellement a tout son sens. En fait, cette guerre de communication aussi est une communication politique. Une pression non seulement sur l'institution, parce qu'il y a des circonscriptions électorales dans lesquelles vous entendrez clairement dire l'Union progressiste, le renouveau, est parvenue à avoir la totalité des sièges. Et des organes de presse peuvent relayer autant de fois, au même moment où le bloc républicain pratiquement ne réagit pas. Mouel Béné ne réagit pas. Comment on appelle, les démocrates ne réagissent pas. Donc, actuellement, la Sénat est en train de suivre tout ça. Parce que l'objectif final, c'est quoi? Qu'on puisse donner les résultats et qu'on puisse continuer par avoir un état de paix, un état de tranquillité, où chacun puisse vaquer facilement à ses occupations. Et donc, dès que l'institution a déjà peut-être les grandes tendances, l'institution... Les grandes tendances imaginaires? Non, les grandes tendances... Je pensais que les grandes tendances issues de la guerre de communication... Non, c'est-à-dire les grandes tendances, au-delà de ça, l'institution, je ne dis pas que c'est ce qui est, mais l'institution peut être amenée à apprécier un peu ce qui a été mené comme communication au niveau de certaines circonscriptions électorales. Pourquoi ça va aider l'institution? Oui, mais ça aide l'institution à ramener la paix. Parce que, considérez par exemple qu'il y a un siège en ballottage, d'accord? Et que ce siège-là, c'est deux partis, naturellement, qui voudront se disputer le siège. Et on voit clairement la guerre de communication qui a eu lieu, et puis on voit l'attitude des leaders de cette région-là. Peut-être les deux leaders concernés par, je vais dire, ce siège-là qui doit être donc attribué. À un moment donné, l'institution prend du recul et se dit, ben, attention, si peut-être on l'accorde à tel, voici le risque. C'est comme le journaliste, il détient des informations, mais il y a la responsabilité sociale qui l'oblige à pouvoir faire preuve de retenue. Donc, ce qui se joue à la Sénat, on a peut-être l'intention que c'est un simple jeu. Non, en réalité, c'est là. On pense à tout sauf à un jeu. C'est ça, c'est l'avenir en fait du pays qui se joue à la Sénat aujourd'hui. Même les conseillers, ils sont stressés. Ils sont stressés parce que c'est toute une nation, en fait, c'est le sort de toute une nation qui se retrouve dans leurs mains en ce moment-ci. Il y a le résultat issu des urnes, mais comment l'annoncer? C'est aussi ça le problème. C'est comme vous perdez un parent. Le parent est déjà parti. Mais il n'y a pas de pays dans la demeure. C'est pas l'élection présidentielle. Non, pour vous l'annoncer, il faut la manière. Parce qu'on étudie la psychologie aussi du peuple. On connaît la sociologie du peuple. Et maintenant, on étudie aussi la psychologie. À quel moment? Vous voyez un peu, là maintenant, on est en train de nous faire saliver. Hier, par exemple, quand moi j'ai mis pied à la Sénat, j'étais convaincu qu'à 14 heures au plus, les résultats seraient prêts. Parce qu'imaginez, vous mettez pied à la Sénat, déjà tôt le matin, et vous vous rendez compte que les conseillers qui doivent vous permettre, avec leur président d'institution, d'avoir les résultats définitifs, donc au niveau de la Sénat, ces conseillers-là sont déjà sur place, dans leur bureau. D'accord. Ils sont tous dans leur bureau. On voit qu'il y a de l'activité. Vous voyez qu'il y a de l'activité. Vous voyez que les forces de défense nationale sont positionnées. Et vous voyez qu'il y a la salle... En tant que journaliste, c'est des éléments qui vous permettent de croire que... Vous avez la salle d'annonce qui est pratiquement prête. Tout est prêt. Vous rentrez dedans, c'est la climatisation qui vous accueille. Une salle vide, mais la climatisation vous accueille. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que tout est prêt. Et qu'on attend que le président vienne avec les autres conseillers, s'asseye, qu'on invite la presse et qu'on fasse la délibération. Mais c'est dans ça que les conseillers vous disent,
hier, par exemple, le conseiller Gounoun me disait, oui, la télévision va attendre. Nous, on ne fait pas de déclaration ici, on annonce. Vous imaginez? On ne fait pas de déclaration. Parce que je cherchais à avoir quelques mots de lui. Il m'a dit, on ne fait pas de déclaration, on annonce. Le professeur Adebayo Abiola, lui, il me reçoit carrément dans son bureau, tout heureux. Il dit, oui, de toutes les façons, d'un instant à l'autre, ça doit pouvoir se faire, mais je ne peux pas vous donner l'heure. Ah oui. Oui, c'est plusieurs années. Nous avons déjà vécu tout ça là. Voilà. Tout Donc, cela par le passé. Oui, mais donc, c'est-à-dire que l'on vous prépare à vous dire, oui, c'est pour bientôt, c'est pour sous peu. Et par finir, même quand on vous avertit tard la nuit que ce n'est plus possible que vous puissiez avoir le résultat, vous êtes toujours dans cette effervescence de revenir tôt pour revivre la même expérience. Oui, mais Hector Zogo, s'il vous plaît, je ne vous arrache pas la parole, mais... Bon, on sait que on sait que vous n'êtes pas content. Oui, mais le rôle de la Sénat, ce n'est pas d'entretenir le suspense. La Sénat n'a pas à devenir la vedette. Attention, les citoyens ont déjà voté. Les formations politiques ont déjà joué leur partition. J'ai malheureusement manqué de vérifier le code électoral. Mais en réalité, jusqu'à l'instant, la Sénat, avec le code électoral, la Sénat n'a pas encore outrepassé le délai. Oui, mais vous aurez quand même remarqué, vous êtes en train de le dire, tel que vous êtes en train de présenter la situation tout à l'heure là. Je suis d'accord. Mais je ne vous arrête pas. Parfois, au baccalauréat, on nous annonce les résultats pour le 29 juillet. Nous ne sommes pas. C'est peut-être le 30, le 31. Ce que je veux dire, c'est surtout que la Sénat n'a pas à devenir une vedette, une star dans la situation. Ça s'est toujours passé comme ça. Oui, mais s'il vous plaît, permettez-moi de développer mon idée. Passé comme ça. Oui, même si ça s'est toujours passé comme cela et que ce n'est pas normal. Ce n'est pas pour cette raison que nous devons commencer à continuer. Non, je ne vous arrête pas, je vais vous donner la parole. Oui. Il fut une année, si je ne me trompe, on a dit qu'on va donner les résultats. On a dit qu'on va donner les résultats. Et tel que vous le faites là, on s'est pointé à la Sénat, on a attendu les résultats. Ils ont dit non, que les résultats, qui vont nous faire signe qu'il n'y aura pas les résultats aujourd'hui. Vous savez qu'on est rentré. Et quelques minutes après, on a appris qu'ils sont en train de donner les résultats. Je ne dis pas non. Mais ce que je veux dire... Et on a couru, il y a certains, je ne sais pas comment certains organes ont déjà eu l'information, mais certains étaient déjà sur place. C'est comme le point de... Ceux qui ont replié... C'est comme le point focal de la communication. C'est tout cela et c'est tout ce comportement en réalité. Il n'y a pas de mystère à couvrir la proclamation de résultats. Non, c'est pas je pense qu'il y a des précautions sécuritaires. Quand je dis sécuritaire, c'est... surtout psychologique. Oui, c'est vous qui avez raison. Oui, mais... Vous avez entièrement raison. Vous savez, ce que vous êtes en train de mettre dans psychologie, dans sécurité... Hier, par exemple, il y a eu un fait. On va le laisser. On va le laisser, s'il vous plaît. Tout ce que vous êtes en train... Je suis d'accord que l'on puisse prendre des précautions, etc. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour tout ce comportement-là qui jette du discrédit sur la qualité des résultats des élections dans les débats, dans l'opinion également chez nous? Ça laisse le champ libre aux suspicions. Non seulement ça laisse ça laisse le champ libre aux suspicions. C'est-à-dire que beaucoup de choses se disent en dehors des institutions avant que les institutions ne viennent s'exprimer. Ce qu'on est en train de rechercher, c'est le propre de nos concitoyens. En parlant de psychologie, ils sont champions. Les citoyens ont déjà voté. Depuis dimanche. En parlant de psychologie, vous vous rendez compte que non seulement il y a une guerre de communication dans les médias, non seulement il y a une guerre de désinformation dans l'opinion. Regardez une institution comme la Cour constitutionnelle qui est obligée de communiquer aussi abondamment. Pour rassurer. C'est pas pour rassurer, surtout c'est pour s'en laver les mains. Parce que si vous suivez très bien la logique de la communication de la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle dit, nous on va rester dans le délai de 72 heures si la Sénat se prononce. Ça veut dire que la Cour constitutionnelle s'en lave les mains en réalité. Évidemment, on peut faire cette lecture aussi, quoi. C'était en fait c'est la raison pour laquelle ce n'est pas du tout normal que la Sénat, l'institution qui est chargée effectivement de coordonner le processus et de rendre les résultats, devienne la vedette pour dire qu'ils sont en train d'étudier la psychologie. La psychologie de l'électeur, la psychologie du citoyen a été suffisamment mise à rude épreuve avant les élections, pendant les campagnes et le jour du scrutin même. Et les citoyens ont montré qu'ils ont de la maturité, qu'ils savent se contenir malgré qu'il y ait des retards et des manquements par endroit. Les citoyens sont restés quand même sérieux et ils ont voté correctement. Et ils ont le droit et ils méritent que très tôt on puisse les libérer et qu'on ne puisse pas les torturer davantage. Bon, alors, c'est quand même très important. Ce que vous dites, c'est pertinent. Mais n'oubliez aussi pas, vous avez vu hier par exemple, la Cour constitutionnelle a dû sortir un communiqué pour dire oui, dès que
le résultat ou les résultats de la Sénat sont donnés, eux, ils ont l'intervalle de 72 heures pour pouvoir faire... pour pouvoir donner les résultats définitifs. À propos de la lecture que fait Moïse par rapport à la Cour constitutionnelle qui s'en lave les mains, est-ce que vous êtes dessus? Non, ce n'est pas que la Cour constitutionnelle s'en lave les mains. La Cour constitutionnelle vient juste porter l'information que le commun des mortels ne savait pas. En fait, on savait. Les citoyens béninois... On savait. Mais pourquoi c'est en ce moment que la Cour vient dire cela? Évidemment, évidemment. C'est sur ça que je voulais... Parce que normalement, je ne sais pas si c'est la Cour constitutionnelle qui nous disait qu'il allait donner les résultats le jeudi. Voilà, jeudi. Évidemment, c'est ce sur quoi je voulais rebondir. La Cour constitutionnelle était dans la démarche, d'accord, de proclamer les résultats définitifs le jeudi. Mais voilà qu'on se retrouve jeudi et la Sénat n'a même pas encore remis les résultats au niveau de la Cour. Parce qu'en fait, avant que les résultats n'aillent au niveau de la Cour constitutionnelle, il faut forcément qu'on fasse la déclaration au niveau de la Sénat. C'est après la déclaration au niveau de la Sénat que les résultats vont maintenant au niveau de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle avait anticipé et se disait, bon, tel que le processus évolue, inéluctablement déjà jeudi, et l'autre, elle donnerait déjà les résultats. Parce qu'elle a aussi... au niveau de la Cour, elle a aussi ses cantines à elle. Et le même travail qui se fait au niveau de la Sénat, ce même travail-là se fait à son niveau. Donc, quand la Sénat va faire la déclaration, ça va juste être apprécier les chiffres de la Sénat et apprécier les chiffres de la Cour. Maintenant, s'il y a des chiffres sur lesquels il y a d'incohérence, on va peut-être chercher les bulletins, donc... les résultats donc, de ces circonscriptions électorales-là et rapidement vérifier ce qui n'a pas marché. Et à partir de ce moment, ça ne doit pas durer. Mais si la Cour est revenue hier pour nous apporter l'information que c'est à partir de l'instant où elle reçoit les résultats de la Sénat, qu'elle a un délai prérogatif de 72 heures, c'est pour dire ne venez pas nous mettre la pression si la Sénat faisait sa délibération et systématiquement, le lendemain, vous puissiez vous attendre à un résultat parce que nous aussi, nous avons l'obligation d'avoir 72 heures pour mieux étudier les chiffres qui seraient mis à notre disposition. Ça, c'est une démarche républicaine. Le silence de la Cour constitutionnelle hier aurait tout embêté. Maintenant, le processus électoral, c'est l'avant, le pendant et l'après. Donc, l'institution qui est en train de prendre ses garde-fous avant peut-être de faire la délibération est dans ses droits. Et comme je l'ai dit, malheureusement, je n'ai pas pu lire le code électoral. Mais hier, j'ai pu comprendre. J'ai pu comprendre avec le point focal à la communication de la Sénat que nous n'avons pas encore dépassé, en fait, le délai requis par le code électoral. Ça voudrait dire que l'institution, tout à l'heure, j'essayais de checker un peu, mais j'ai pas pu, je ne suis pas tombé sur l'article. Mais donc, je me suis rendu compte alors que la Sénat, certes, ne respecte plus là maintenant son calendrier, parce que suivant son calendrier, je crois, c'était depuis mercredi que les résultats auraient pu être donnés. Mais on ne peut pas être dans le secret des dieux. C'est comme ce qui s'est passé dans le département du littoral, où plus tard, le professeur Adebayor Abiola dit c'est parce qu'il n'y a eu plus la veille. Il n'y a eu plus la veille. Et la Sénat ne pourrait pas imaginer qu'à la veille des élections, il puisse avoir pluie. Eux qui avaient quand même anticipé sur tout le processus et qui avaient déjà envoyé les matériels sensibles au niveau de tous les autres départements, se disant qu'il reste juste le littoral et puis l'Atlantique et que ça va pouvoir se faire tôt le matin, ils se sont rendus compte qu'il n'y a eu plus la veille. Et donc ça a perturbé un peu. Donc là maintenant, même des conseillers avec qui vous étiez amis depuis des années se refusent de vous parler parce qu'ils sont dans le secret. Ils ne peuvent pas partager un certain nombre d'informations avec vous parce qu'ils savent que dès qu'ils le font systématiquement, ça va être connu de la masse. Or, l'objectif n'est pas... On ne peut pas se permettre de dire aujourd'hui que quand les résultats vont tomber, bon, on ne va plus faire ce débat, donc on va espérer que... Maintenant, autre chose, il est revenu sur un élément fondamental. En réalité, tous les partis politiques qui sont partis aux élections s'attendent à réussir. Personne ne va aux élections pour échouer. Ah bon? Donc, les partisans de chaque parti politique
se retrouve en droit de dire c'est mon parti qui a gagné le processus. Donc à partir de ce moment-là, la tension est toujours là. L'institution, d'une manière ou d'une autre, doit pouvoir travailler et étudier comment on annonce les résultats dans le pays. On ne peut pas se lever parce qu'on a les résultats sous la main systématiquement, l'annoncer. Le temps qu'on est en train de donner peut-être aux concitoyens aujourd'hui, de faire le débat, ce débat qu'on est en train de faire, s'il y avait de la tension dans les cœurs, ça fait descendre la tension d'une manière ou d'une autre. Jusqu'au moment où on vous l'annonce, c'est comme je l'ai dit, un parent que vous perdez, et puis on commence par trouver des stratagèmes pour vous dire, bon, est-ce que vous saviez que votre parent était souffrant? Est-ce que vous savez qu'on l'a appelé, qu'on vous a appelé maintenant et qu'on vous a dit que, bon, que votre parent a eu un malaise, des choses comme ça, alors que votre parent se retrouve déjà à la morgue. Et tout ça, on est en train de vous préparer. Donc, on ne peut pas interdire à l'institution. Du moment où c'est... La preuve, vous aviez dit tout à l'heure que depuis plusieurs années, c'est pratiquement la nuit que les résultats se donnent. Pourquoi? Pourquoi la nuit? Peut-être parce que beaucoup déjà se retrouvent en train de dormir. Oui, ben c'est bien ça. Et le lendemain, ils tombent sur les résultats et puis bon, voilà, ils se disent, ok, moi je vais vaquer à mes occupations. Bon, en fait aussi, c'est que, vous voyez, la nuit, les gens doivent aller dormir. Donc, on nous avait même habitués pendant la période démocratique, d'avoir, pendant, je vais dire, à partir de 90 jusqu'en 2000, 2006, aux résultats nocturnes. Parce qu'en ce moment, parfois c'est à 0 heure que la Cour considère proclame les résultats. Même en hier. ce moment, beaucoup dorment et ceux qui peuvent, je ne sais pas, protester, rentrer dans la rue, tous. Ils sont apaisés. Déjà, ils sont apaisés. Donc le lendemain, on a les résultats. Et tout ça, c'est des dispositions prises pour la paix, dans le sens d'avoir la paix dans le pays. Exactement. C'est comme le point focal hier qui me disait, au moment où on voulait se séparer, il dit, bon, écoutez, hein, il peut arriver qu'à 2 heures, on vous appelle. On m'appelle. Voilà. Si on m'appelle à 2 heures, je vais vous appeler tous. Voilà. Donc, et on se donnerait rendez-vous au plus 1 heure de temps. De toutes les façons, on ne pourra pas faire la déclaration sans la présence de la presse. La presse, c'est ça. Donc, si on vous appelle, rendez-vous disponible. C'est ça. Donc, chacun était rentré, mais tout en se disant, à tout moment, on peut recevoir un coup de fil et rejoindre encore l'institution. Absolument. Ouais. Alors, on va parler quand même d'un autre sujet, et si vous nous le permettez, mais avant, on va dire merci au professeur cardiologue Martin Delonungo-Kwenansi qui nous suit en ce moment. Merci, professeur, pour l'attention, surtout pour l'intérêt que vous manifestez pour cette émission, j'allais dire notre télévision. Et on va parler des cybercriminalités. Des cybercriminels, j'allais dire, la cybercriminalité. Moïse Novillon, nous avons vu des chiffres ce matin qui ont retenu notre attention. Lutte contre la cybercriminalité, 1500 cybercriminels arrêtés au Bénin en 2025. Mais j'ai vu un autre quotidien qui a parlé de 1700. Et puis les interpellations, c'est combien? C'est 600? Jusqu'à 6500 plaintes ont été reçues. Voici ma question, Hector Zogo, Moïse Novillon. Je pense que ça fait quand même plusieurs années maintenant que le gouvernement en place a déclenché, je vais dire, une lutte implacable contre ce phénomène. Et imaginez si cette lutte n'avait pas été déclenchée, où nous en serons maintenant avec la cybercriminalité. Mais malgré tous les efforts, toutes les précautions, toutes les menaces, malgré les menaces, tout ce que le gouvernement a fait avec le démembrement de la police qui s'occupe de ce secteur-là, on voit quand même que ces personnes-là ne veulent pas reculer. Chaque jour, elles réfléchissent pour trouver les moyens pour gruger les populations. Comment l'expliquer avec ce chiffre qui fait froid dans le dos? Plus de 1500 cybercriminalités, on a mis la main sur eux. Ce sont eux qui remplissent nos prisons en réalité. Oui, en fait, nos prisons sont remplies en réalité rien que de cybercriminalité. Et ils opèrent depuis la prison en plus. Parfois, effectivement, et avant même d'en arriver là, c'est-à-dire que nos prisons sont véritablement peuplées rien que de cybercriminels. Et ce qui doit surtout faire
davantage mal et inquiété, c'est que c'est beaucoup plus de jeunes. Parfois même avant de passer la majeure, avant d'avoir 18 ans, il y a certains jeunes qui sont déjà impliqués dans des actes de cybercriminalité. C'est suffisamment grave, notamment pour la société, pour la communauté, pour ce que nous sommes en train de devenir au regard de ces chiffres-là. 6500, plus de 6500 plaintes, ça veut dire, vous voyez l'étendue des dégâts. Vous avez, on n'a pas cité ceux qui ne se sont pas plaints. Voilà, on n'a pas cité ceux qui ne se sont pas plaints et on n'a pas cité également, c'est pas évident que toutes les plaintes aient été véritablement traitées jusqu'à ce jour, avant même qu'on nous puisse interpeller jusqu'à 1500 acteurs qui sont impliqués. Les causes, c'est surtout ce sur quoi les auditeurs, les téléspectateurs vont nous attendre, qu'on puisse s'attarder un tout petit peu sur les causes, qu'ils puissent voir si les jeunes ont des raisons en réalité d'aller en masse vers une telle pratique qui est quand même très interdite et qui est prohibée et en réalité qui, vis-à-vis de laquelle les gouvernants, depuis plusieurs années déjà, on est passé de l'OCRC, je pense l'Office central de répression de la cybercriminalité à CENIN, Centre national d'investigation numérique. Vous voyez, les institutions ne se reposent pas, le gouvernement ne s'amuse pas, il cherche chaque fois les voies et les moyens pour contrecarrer et limiter. Surtout que à un moment donné, il y a eu un peu de lassitude au début. C'est ce qui s'est passé. Laisser aller. Hein? Il y a eu un peu de laisser aller et beaucoup de jeunes y ont trouvé un refuge, un moyen de gain facile. Il s'agissait simplement d'aller dans les comment on les appelait ça, les cybercafés. Voilà, avec 250 francs, 200 francs, 250 francs, 300 francs l'heure dans le temps. On pouvait se connecter et lancer les opérations de chat. C'est surtout les anglophones qui ont commencé cette pratique-là au début, notamment le Nigeria. C'est pas de la stigmatisation, mais les faits sont là. On peut, les uns et les autres peuvent faire les recherches. Le Nigeria, le Ghana, le Kenya, ces États-là. C'est d'abord par là que ça avait commencé, avant que les francophones ne prennent le relais, et on cite de plus en plus les pays comme la Côte d'Ivoire et évidemment un peu également en Afrique centrale, le Cameroun, et quand on vient vers nous, évidemment le Bénin aussi, les jeunes ont commencé par trouver le moyen, et surtout le moyen pour vendre l'étoile rouge. Surtout en Côte d'Ivoire, là où cela a davantage impacté, déteint sur les francophones, et notamment le Bénin, le moyen pour vendre l'Amazone. Non, oui, il y a place de l'Amazone. Il y a des mouvements qui ont accompagné en fait le phénomène. Vous voyez, il y a un rythme musical qui est devenu très en vogue aujourd'hui dans l'espace francophone. Voilà, dans l'espace francophone, et dont les principaux initiateurs et animateurs de ce rythme-là sont cités comme les précurseurs de la chose dans l'espace francophone. Donc il y a une certaine lassitude au début, ça s'est enraciné, et avec une aisance déconcertante, les jeunes se sont fait beaucoup d'argent qui n'ont pas forcément servi à réaliser de grandes choses, mais ils se sont fait quand même de l'argent qu'ils dépensaient dans la veine, bien sûr, de ce qu'ils ont copié à partir de ce boucantisme, ils ont appelé ça. Donc il fallait faire farotage, tout ce que les uns et les autres ont utilisé comme expression, je les mets entre guillemets. Et donc cela a encouragé beaucoup de jeunes, et les jeunes n'ont pas encore compris ou bien pris la mesure de la situation, de ce qu'en réalité c'est un phénomène qu'il faut fuir et qu'il ne faut pas le faire, parce que cela détruit en réalité la notoriété. Cela détruit la notoriété de nos États. En plus de ne pas faire du bien à ces mêmes jeunes qui s'adonnent à la pratique, cela déteint sur la notoriété de nos États, parce que nous sommes stigmatisés. Ce n'est pas seulement entre nous que ça se passe en réalité. C'est comme cela qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que les plaintes dont on est en train de parler là, peuvent être les plaintes qui sont venues. Vous voyez, récemment, il y a eu un reportage, un travail qui a été fait au Canada, par exemple, pour mettre la main sur un vaste réseau de cybercriminels. L'ANAC Alamou, on l'a appelé. L'ANAC Alamou, c'est de la cybercriminalité, mais basée sur l'amour, promettre l'amour aux personnes, surtout parfois quand les jeunes parviennent à identifier comme des personnes sensibles et faciles à atteindre, et ils ont une certaine facilité à pouvoir les manipuler et à obtenir. Et c'est tout un réseau. Le reportage du média canadien qui a fait le travail est allé jusque sur le terrain pour interviewer des anciens pratiquants, des anciens cybercriminels, et on a vu que c'est un très grand réseau, et donc c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir évacuer facilement
exactement comme cela. Sauf qu'effectivement, il faut faire observer que les dirigeants du pays, à l'heure actuelle, depuis un certain nombre d'années, ont décidé d'en finir définitivement, c'est-à-dire que de décourager avec la dernière énergie les poches de résistance, les jeunes qui continuent de s'adonner à la pratique. Sinon, on ne continuerait pas d'avoir cet effectif-là qui soit en train d'être arrêté, d'interpeller. Ouais, 1500 pour sur l'année civile, c'est pas peu, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de veille, c'est beaucoup de surveillance, c'est beaucoup de travail pour pouvoir traquer et arrêter ces jeunes-là. Et donc, le message que nous, on peut lancer à partir de ce constat, à partir de ces observations, c'est d'appeler les jeunes surtout à revoir cet état de choses. Aujourd'hui, quelque chose se passe dans notre pays et les personnes qui vont avoir le sens de la réflexion, qui vont avoir de la volonté pour travailler, ils peuvent tirer leur épingle du jeu. Quelqu'un faisait observer que les réseaux sociaux, surtout l'Internet, c'est une chance pour l'Afrique, pour les jeunes. Les jeunes ne doivent pas transformer ça en tremplin pour commettre des forfaits, pour commettre des vols. C'est-à-dire que si les gens sont ingénieux, à partir d'un smartphone, vous voyez, la dernière fois, il y a eu, pour aller au Maroc, vous n'étiez pas au Maroc par exemple, mais il y a eu des jeunes qui étaient allés au Maroc simplement en produisant du contenu sur les guépards, en produisant du contenu sur le football, par exemple, et ils ont été identifiés comme, on les appelle de plus en plus influenceurs, donc comme influenceurs, comme capables de booster et d'accompagner la fédération et les joueurs au Maroc, et ils ont pu effectuer le voyage, et je suis sûr que c'est avec quand même un peu de moyens, un peu de soutien, un peu de primes également pour qu'ils puissent tenir. Et donc, et grâce à l'utilisation saine des réseaux sociaux. Voilà, grâce à l'utilisation. Donc, les jeunes doivent comprendre qu'en fait, ce n'est pas une bonne chose que d'arnaquer, que de voler. Et surtout, derrière, on ne voit pas surtout tout ce qu'il y a comme implication, comme conséquence. Il y a des témoignages que moi j'ai pu lire où des gens se sont suicidés. En Europe surtout, parce qu'ils ont été dépouillés et se sont retrouvés du jour au lendemain dans la rue. Ah oui, c'est vrai. Ouais, donc les gens se sont suicidés. Il y a des gens ont perdu leur maison, des gens ont perdu leurs biens. Il y a des couples qui se sont disloqués. C'est-à-dire que derrière, le drame est immense. Et donc, conséquences. Oui, donc quand on parle de 1500 personnes en prison au Bénin, nous, en tant que Béninois, on peut se sentir perturbé parce que c'est des frères, c'est des sœurs, c'est des amis peut-être qui se retrouvent dans cette situation-là. Et on a de la peine pour eux. Mais au-delà, c'est des criminels. Et il faut voir tout ce que cela implique comme conséquence, comme impact sur les victimes. Merci d'avoir tiré notre attention. Un mot sur le sujet rapidement avant que je ne passe à l'horoscope. Je voudrais repréciser que dans un instant sur ce plateau, nous aurons un invité pour nous expliquer ce que c'est que le signe TOFA qu'on a eu cette année, TOFA 2026. Que comprendre, nous allons en parler sur ce plateau avec un spécialiste de IFA, oui, comme on le dit. Il doit être déjà dans les coulisses. Monsieur Djanotin, il sera sur ce plateau pour nous en parler. Il sait le faire. Il est chercheur en humanité classique. C'est un prêtre IFA. Tout à l'heure, Adam Prost Djanotin sera sur ce plateau. Gardez votre position. Monsieur Hugues Hector Zogo, un mot sur donc ces chiffres qui font froid dans le dos. Oui, je vais partager des chiffres que j'ai pu avoir au niveau du site du Centre national d'investigation numérique, des chiffres qui remontent à fin décembre 2025. Au niveau de l'Interpol, on parle de 574 arrestations et de 3 millions de dollars. C'est surtout ça qui a retenu mon attention. 3 millions de dollars est récupéré lors d'une opération coordonnée de cybercriminalité à travers l'Afrique. Quand vous deviez convertir 3 millions de dollars. Et la calculatrice va écrire error. Vous voyez. Oui. Et puis, l'information continue en disant l'opération visait des schémas de compromission des emails professionnels, l'extorsion numérique. Et puis, au Bénin, il y a eu 43 domaines malveillants qui ont été supprimés et 4318 comptes de réseaux sociaux liés à des schémas d'extorsion et d'anarchie qui ont été fermés. 4318 comptes. Donc, les plateformes Facebook, par exemple, vous aviez peut-être 4318 comptes
Facebook qui ont été fermés juste parce que ces comptes-là ont été créés pour faire de la narque. C'est des réalités que nous vivons chez nous au Bénin. Et ça pose le problème C'est triste. de l'éducation à la base, l'éducation en famille. Je pense que c'est le véritable défi auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Le inviter- chiffre que Novillon me donne Oui. ici, je ne sais même pas par où commencer. C'est combien? Vous pouvez le lire vous-même. Je pense que ça fait 160. C'est pas ça, non. Ça doit faire 1695 milliards. C'est ça. 1695 milliards 402 000. 402 millions 402 millions, c'est ça? 900 000. D'accord, donc ça ne va pas atteindre 1000 alors. Donc ça doit être à peu près à 169 000. D'accord? Oui, ça c'est 9 milliards 540 millions Bon, en 200 tout cas, quelque chose. Bon, on n'est pas des mathématiciens ici. Hein. Excusez-moi, les mathématiciens, moi, excusez-moi. Bon, C'est terrible quand même. alors Hugues, merci. C'est moi qui vous C'est bon? remercie. Ça peut aller? Ça peut aller. Merci à vous, Moïse Novillon. Je vous en Ce prie. chiffre, bon, en tout cas, moi, je suis mathématicien et puis, quand même, hein, je suis mathématicien. Hein. Je ne peux pas partir sans lire ce chiffre-là. Non, je pense 1 milliard 695 millions 1 milliard 402 900. C'est ça? 1 milliard Oui. 695 millions Oui. 402 402 900. Oui. D'accord, donc ce n'est pas 1000, d'accord. 1 milliard 695 millions 402 000, c'est ça, hein? Oui, oui. 900 francs. Mais ça Quand fait- même, ça fait trafic, froid. Oui. 1 milliard. Oui, c'est ça. Ça Ouais. fait froid. Voilà. Ça fait froid au dos. Hmm. Voilà, donc les réalités D'accord. auxquelles nous sommes confrontés. Donc je pense quand même qu'il y a au niveau de chaque famille Hmm. un travail qui doit pouvoir se faire. Et surtout, je veux attirer l'attention, c'est que on ne sait pas exactement où est-ce que cet argent atterrit. C'est ça la réalité, quoi. C'est-à-dire que cet argent peut se retrouver dans du financement des activités encore plus illégales et plus dangereuses. Bon, Parce- même, peut-être- vous êtes je peux vous rassurer d'une chose. On sait que cet argent, les femmes bouffent dedans. Oui, mais cet argent, oui, dans les boîtes de nuit, dans les débits de boissons, c'est pour ce que nous pouvons voir ça. D'abord, c'est pas que cet Bon, argent- on va vous reconfier la mission. C'est pour ce Il qu'on a faut- pu tracer Il faut là. nous calculer la portion bouffée par les femmes dans cet argent. Merci à vous. Donc, on va partir.